Bon, c'est un peu plus calme qu'hier après-midi, hein. Je pense que c'est peut-être les restes de la soirée d'hier soir. Jean, je suis désolé de vous n'ayez pu assister à notre petite soirée plage. Bon, c'est vrai, la météo n'y était pas, mais le cœur y était et l'ambiance aussi. Donc c'est vrai qu'on va essayer de continuer sur cette belle lancée. Avant de vous accueillir, Jean, je tiens à remercier notre ARS, Madame Martina Houstin, ainsi que Madame Marchand, sa déléguée directrice générale adjointe, et M. Jean-Yves Lequelec, directeur de l'offre de soins. Merci pour votre présence hier soir aussi. Vous avez fait l'honneur de participer à notre soirée, et puis aujourd'hui. Jean, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en qualité de directeur général de l'offre de soins. Et c'est vrai que j'ai un petit badge là. J'ai demandé hier à Martina Houstin de le porter. Ça l'a un petit peu gêné. Elle m'a dit non, je ne peux pas le faire, c'est pas possible. C'était de l'humour, bien évidemment. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper de cible. Vous n'êtes pas là aujourd'hui pour représenter notre ministre. D'ailleurs, comme je disais hier, un petit peu avec humour, ministre transparente, parce qu'on ne la voit pas. Donc, je ne vais pas me tromper de cible et je ne vais pas, bien évidemment, vous mettre en difficulté sur nos difficultés générales et récurrentes de la profession. Toutefois, j'aimerais les rappeler. Je ne vais pas reprendre les propos d'hier parce que nos amis les ont déjà entendus et je n'aime pas trop me répéter sur ces thématiques-là. Mais vous dire tout de même que la profession, elle est non seulement inquiète. Oseo nous expliquait que sur l'augmentation de tarifs, il pensait que nous couvrions l'inflation et l'augmentation du coût de la vie sur les 5 dernières années. La situation est bien pire que cela parce que sur les 5 dernières années, nous avons eu 0% d'augmentation de tarifs. 0% sur 5 ans. Ce qui veut dire qu'une inflation à 2%, voilà le petit tableau que j'avais demandé à Thierry, 2013, moins 0,56, 2012, plus 0,16. J'avais oublié qu'en 2012, on avait eu une petite revalorisation, plus 0,16. 2011, moins 0,05, 2010, ben c'est 0, et 2009, 0,47. Donc sur les 5 ans, ça fait 0. Une inflation à 2%, inflation officielle, hein, 2%, on sait tous qu'elle est beaucoup plus que cela. Ça veut dire que sur 5 ans, nous avons dû faire un travail sur nos charges. C'est vrai que Ségolène et Yves Noël nous ont présenté ce GIE qui participe à l'effort d'efficience et de gestion de nos coûts. Un effort, je dirais, pas insurmontable parce que nous l'avons fait, mais difficile, anxiogène. Et si aujourd'hui 35% d'établissements sont en déficit, c'est aussi à cause de cela. Déficit, mais également disparition d'établissements. Alors disparition économique. Le Haut, aujourd'hui, on a eu un long débat hier intéressant sur l'obstétrique. Le Haut est sinistré, 29 départements en France. 29 départements en France où il n'y a plus de cliniques privées réalisant de l'obstétrique. 29 départements, un tiers du territoire français. C'est vrai que l'actualité n'est pas rose en ce moment. C'est difficile. L'arrêt de la convergence est un des symptômes, une conséquence d'un engagement politique. Le président Hollande l'avait annoncé, il l'a fait. Au-delà de cet arrêt de la convergence, on constate également un renforcement du service public hospitalier, un protectionnisme fort, un parcours de soins. Ce matin, nous en avons parlé, ça nous paraît compliqué. Et je reprendrai les propos du docteur Bossy, parcours de santé du patient. C'est important. C'est important de remettre le patient au cœur de notre schéma de soins. Également, nous sommes inquiets sur le pilotage de l'ONDAM, le mode de financement. Ici même, alors que Mme Houstin, en 2005, a participé à créer cette T2A, qui a été favorable pour le secteur privé, mais également pour le secteur public, parce qu'on s'est aperçu que, finalement, ils se sont amenés également à produire des factures, et produire des soins. Et c'est vrai que nous constatons malheureusement, à notre détriment, que nous perdons des parts de marché en chirurgie. Et je pense que la T2A, également, a permis aux hôpitaux publics de se structurer et de se mettre en ordre de marche et de travail. Cette T2A, on m'explique qu'elle n'est pas parfaite, je l'entends. 2300 tarifs, pourtant ça me semblait assez précis, assez pertinent. Donc, aujourd'hui, ce que l'on a fait, on le défait, c'est un peu le mal français, c'est-à-dire qu'on rajoute toujours une couche supplémentaire et on n'a pas vraiment d'évaluation sur ce que nous faisons et sur les conséquences. Donc cette T2A va être faite, complétée, et je vois bien
je vois bien vers où le gouvernement, avec l'appui de la FHF, veut nous amener, c'est-à-dire une dotation complémentaire, MIGAC, qui pour nous est insupportable, ce fourre-tout de 8 milliards d'euros, autant que l'MCO privé, pour nous est insupportable parce que c'est, je dirais, l'opacité et un retour à un monde passé qui nous rend anxiogènes. Mais au-delà de cette réforme de la T2A, nous sommes inquiets sur l'évolution. Parce que j'entends ici et là, dans les travaux qui sont menés actuellement, que le pilotage du volume d'activité, aujourd'hui, bon, vous l'avez bien sûr anticipé, il y a deux enveloppes, une publique, une privée, de volume de croissance. Mais je m'interroge sur un arbitrage sur le GHS même. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que si, on prend toujours l'exemple de la cataracte, venait à se développer dans notre secteur, mais le tarif pourrait baisser au regard du volume et non plus au regard des coûts. Mais également, je suis inquiet sur une évolution de nos établissements. Scénario catastrophe. C'est-à-dire que même une part de liberté dans l'activité avec la disparition des OCOS, l'IPA, qui est quand même une source pour nous de développement intéressant. Si nous avions une régulation infra-établissement, c'est-à-dire l'établissement augmenterait son chiffre d'affaires de 5%, avec des actes pertinents, bien évidemment, on pourrait imaginer, c'est une catastrophe, que l'établissement verrait ses propres tarifs baisser de 5%. Je pense que je fais un mauvais rêve, donc je vais le suivre, nous allons le suivre, parce que pour ne pas nous laisser enfermer dans cette logique-là. Je vais parler tout de même du CICE. C'est vrai que Oseo, on n'en a pas parlé tout à l'heure, Oseo est un partenaire, et moi j'aime bien Oseo parce que, en général, quand il dit oui, je ne sais pas qui c'est qui, peut-être c'est votre... non, j'ai pas de portable, je l'ai posé. Quand Oseo dit oui, c'est vrai que les partenaires financiers, les banquiers suivent. Et c'est vrai qu'Oseo... J'ai posé ma prothèse là à l'entrée, justement, donc... C'est la censure. Donc Oseo n'a pas évoqué le financement du CICE parce que, je vous le rappelle, ce CICE dont nous bénéficions, amputé, le crédit impôt compétitivité emploi, c'est pas moi. J'ai coupé ma prothèse, j'en ai qu'une. Ouais, peut-être c'est l'haut-parleur qui est juste derrière. Voilà. Non, non. Non. Je pense que c'est l'animateur. Il a éteint l'animateur ? Ah. Voilà. Bon. Merci. Donc ce crédit impôt dont nous bénéficions, même s'il a été amputé de manière arbitraire et, je dirais, dramatique, à hauteur de 20 à 25%, malgré l'annonce du 8e, Oseo nous le finance, il n'en a pas parlé, donc c'est vrai que je vous invite à se faire financer dès à présent ce crédit d'impôt. Alors c'est vrai que, Monsieur de Beaupuy, vous n'y êtes pour rien. Votre administration, je dirais, n'est pas une administration politique, donc je ne vais pas rentrer dans un combat politique sur ce CICE. Et au contraire, vous dire que depuis que vous êtes arrivé en octobre 2012, j'ai trouvé une écoute forte, avec bien évidemment votre directeur adjoint, M. Faucon, avec qui nous travaillons régulièrement. J'ai trouvé une écoute forte sur notamment la rythmologie, où quand il y a des erreurs qui sont commises sur les tarifs, ben, vous avez l'élégance de le reconnaître et de les corriger. Et c'est vrai que la dotation AC de 7 à 8 millions d'euros et la revalorisation, je dirais, au niveau antérieur de ces tarifs était pour nous un signe de bonne volonté et puis surtout un signe économique parce que c'était une injustice flagrante. Vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir dans cette belle région. Nous sommes sensibles à votre venue et nous attendons des réponses, des précisions à une période qui est, outre la météo compliquée, une période qui est difficile et, je dirais, un avenir complexe et un manque de lisibilité, je dirais, terrible sur le devenir de l'établissement et surtout, avec cette baisse de tarifs qui a été actée, et j'associe à cette baisse nos amis des soins de suite et de la psychiatrie qui sont également en grande difficulté,
nous aimerions avoir je dirais, une lueur d'espoir pour pouvoir continuer à faire ce que j'appelle le plus beau métier du monde, parce que nous sommes tous au service de nos concitoyens et nous en sommes très fiers. Monsieur le Président, cher Lamine Garbi, Madame la déléguée générale, Monsieur le délégué général, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de pouvoir être présent parmi vous pour ce congrès annuel de la FHP-MCO. Sur le mode climatique, pas uniquement parce qu'il faut venir chez vous pour avoir un petit peu de soleil et l'odeur du printemps, mais c'est quand même bien agréable. Ça me rappelle aussi des souvenirs de ma tranche de vie toulousaine, et donc pour moi c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est aussi pour moi l'occasion de vous manifester, au nom de la ministre Marisol Touraine, cher Président, l'importance qu'elle attache et que j'attache aussi à la place de l'hospitalisation privée dans l'offre de soins et dans son évolution. La ministre a en effet lancé plusieurs chantiers importants auxquels vous avez participé, vous participez, et que met en œuvre la Direction générale de l'offre de soins au sein de l'État, en lien avec des partenaires que vous connaissez peut-être moins bien, qui sont le secrétaire général du ministère, en charge du pilotage des ARS, les autres directions du ministère ou des autres ministères. Nous sommes dans un monde interministériel, c'est parfois compliqué. Et particulièrement, mais ça c'est ambitieux et c'est particulièrement innovant, dans le cadre de la stratégie nationale de santé décidée par le Premier ministre et que prépare le comité des sages, présidé par Alain Cordier, pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et aussi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Ce congrès est donc pour moi l'occasion de mieux vous connaître déjà, depuis quelques mois qu'on travaille ensemble, de vous faire partager quelques enjeux de l'offre de soins de demain et de faire avec vous le point de l'avancement de cette stratégie nationale et de ses actions concrètes en soulignant ce qu'est pour moi la juste place de l'hospitalisation privée notamment. Alors, TER, avez-vous dit, transparence, équité, reconnaissance, respect, évaluation, telle la vigie sur son mât. Nous partageons avec vous ces valeurs, Monsieur le Président Garbi, et nous sommes prêts, nous sommes avec vous dans cette position d'anticipation et pour éclairer l'avenir de nos concitoyens en matière de santé et l'avenir des professionnels que vous êtes et que sont l'ensemble des professionnels de santé. Alors, je vais me permettre un tour d'horizon peut-être un peu large, je vais me permettre aussi de décentrer le point de vue. J'entends les inquiétudes, les contradictions que vous ressentez. Je voudrais dire en introduction que tous les professionnels de santé les partagent et que les difficultés, notamment macroéconomiques ou d'évolution de l'offre de soins, sont partagées par tous les professionnels de santé. C'est un monde extraordinairement en mouvement, extraordinairement engagé. Et c'est pourquoi je vais commencer par les enjeux de l'offre de soins de demain. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer quelques diapositives, mais vous les connaissez, je serai assez rapide. Les comparaisons internationales, tant dans l'Union européenne qu'au sein de l'OCDE, sont claires. La France se situe parmi les pays qui consacrent un niveau important de sa richesse nationale, de l'ordre de 11% à la santé. Nous avons une capacité d'hospitalisation, toute discipline, qui est un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, environ 6 lits pour 1000 habitants, la moyenne est à 5. Les Allemands sont nettement au-dessus avec 8 lits, les Danois sont à 3,5 et les Anglais à 3. La part des dépenses consacrées à l'hospitalisation en France est également au-dessus de la moyenne et au-dessus de ces 3 pays en particulier. Si la France, et particulièrement l'hôpital public, récemment, mais vous avez été moteur dans ce domaine, j'y reviendrai, a rattrapé son retard en matière de chirurgie ambulatoire, elle a rattrapé l'Allemagne aussi, en termes de taux de chirurgie ambulatoire, à 40% actuellement, c'est un beau résultat qui est le fruit d'actions conjuguées du ministère, de la DGOS, de la CNAM aussi, il faut reconnaître son rôle positif sur ce point, de la Haute Autorité de Santé, bien sûr, et de l'Agence nationale d'appui à la performance. L'hospitalisation privée commerciale demeure nettement au-dessus en taux de chirurgie ambulatoire. Nous veillerons au sein du ministère à entretenir cette dynamique qui fait gagner 2 points de taux de chirurgie ambulatoire chaque année à l'ensemble des acteurs et à chaque catégorie, donc le privé commercial aussi également. Par ailleurs, en termes de qualité de l'offre de soins publics et privés, le système français est réputé excellent auprès de nos concitoyens, les enquêtes régulières le montrent, et de nos voisins, en termes d'accès aux soins particulièrement depuis l'étude OMS de 2000. Il se caractérise, notre pays, par des indicateurs de mortalité et de morbidité évitables ou de réhospitalisation évitable, particulièrement chez les personnes âgées, qui est parmi les plus favorables. Pour autant, certaines enquêtes montrent une satisfaction faible des usagers sur son sentiment de coordination
entre les professionnels de tout statut, en termes de fluidité et de pertinence de l'information transmise, d'examen redondant, etc. Notre système, contrairement au système national de santé anglais, qui est totalement gratuit, ou contrairement à la sécurité sociale allemande, sauf quand on change de catégorie d'offre de soins, prend pourtant en charge, et c'est fondamental pour votre secteur, de façon identique le patient, quel que soit le statut de l'offreur de soins auquel il s'adresse, public, non lucratif, n'oubliez pas le troisième secteur dans vos réflexions, et lucratif. Nous reviendrons avec la stratégie nationale de santé sur cette efficacité de la coordination et sur sa perception. Enfin, les dépenses de santé et l'ONDAM, notamment hospitaliers, ont été maîtrisées et respectées 3 années de suite en France sur la période 2010-2012. C'est la première fois depuis longtemps. Les dépenses de santé sont restées ainsi stables en part de PIB pendant 3 ans et l'ONDAM a été tenue. En termes de démographie, la France bénéficie d'une natalité favorable. Son sol naturel est le deuxième plus fort dans l'Union européenne. Un solde migratoire qui est positif également. Donc avec une population qui croît en moyenne de 0,6% par an, c'est effectivement une situation plutôt favorable. En revanche, le défi que nous avons devant nous pour les 30 années qui viennent, vous le connaissez, les générations nées en 1946 et après arrivent à l'âge de 65 ans depuis 2011, et donc c'est ce qu'on peut appeler l'effet papy-boom, qui commence à peine à produire ses effets. La croissance des dépenses de santé est actuellement tirée par les classes d'âge de 80 ans et plus, pas encore par celles de 65 à 80 ans. Je vous renvoie à une étude récente de la TIH qui est très bien faite, qui attribue aux classes d'âge supérieures à 80 ans, qui représentent 5% de la population française, 13% de l'activité de court séjour, 18% de l'activité d'HAD, 35% de l'activité de SSR et 50% de la croissance des dépenses de court séjour, y compris dans votre secteur. Son taux est légèrement plus bas, mais il rattrape son retard. Vous êtes donc, comme les autres offres de soins, très concernés par le problème du vieillissement et de l'anticipation à long terme. Alors, en résumé, ces grandes tendances, contraintes économiques, vieillissement, ambulatoire, j'aurais pu rajouter l'innovation technologique ou des techniques de l'information, dans les soins et dans les modes de prise en charge, s'imposent à tous les pays, à tous les offreurs de soins, et amènent à refonder, sinon notre système de soins et ses équilibres, que nous nous attacherons à préserver, du moins notre capacité d'anticipation et de réorganisation au bénéfice du patient, vous l'avez souligné, Président. Deuxième point, la stratégie nationale de santé. Chacun des acteurs du système de soins doit être confirmé dans son rôle. C'est ce que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dit à Grenoble le 8 février dernier en lançant la stratégie nationale de santé. Je vais vous citer un extrait de son discours, d'abord parce que je le trouve particulièrement clair. Il est ambitieux, il est concret. C'est une citation que vous connaissez probablement, mais il me semble qu'elle éclaire nos réflexions. À la médecine de ville, a-t-il dit, il revient d'apporter des soins de premier recours, mais aussi d'assurer l'éducation à la santé et le suivi des patients. Vous êtes tous dans un même environnement et il commence par les soins primaires. L'hôpital ou la clinique, a-t-il continué, est le lieu des diagnostics, le lieu où les diagnostics les plus graves doivent être confirmés et où les épisodes aigus doivent être pris en charge. C'est votre mission principale. L'hôpital universitaire doit demeurer un recours pour la médecine de ville comme pour les hôpitaux ou cliniques environnants, en même temps qu'un lieu de formation et de recherche. Enfin, il appartient au secteur social et médico-social, avec lequel vous travaillez bien sûr au quotidien, d'accompagner les patients et de prévenir ou de compenser la perte d'autonomie. Le Premier ministre a dit « Il faut donc cesser de concevoir la médecine comme une succession d'actes ponctuels et créer ce que nous appelons une médecine de parcours qui repose sur la coopération des professionnels, de tous les professionnels et l'implication aussi des patients. » Vous y travaillez bien sûr, je sais que vous connaissez cette situation, mais encore une fois, elle me paraît très éclairante. Concrètement, mettre en place une médecine de parcours et organiser le parcours de soins, ça signifie que ce n'est pas au patient de coordonner lui-même la série d'actes ou d'interventions dont il a besoin. Cela signifie que les professionnels de premier recours articulent leurs interventions et qu'ils se communiquent des informations nécessaires à la continuité des soins. Ça signifie que quand le patient doit être hospitalisé, on privilégie les entrées programmées dans les services hospitaliers, non pas le passage systématique par les urgences, et que les informations sur son état, ses traitements, l'accompagnent à son entrée, à sa sortie de l'hôpital. Cela signifie que quand il doit bénéficier d'un médico-social ou d'un service d'aide à domicile, après un séjour à l'hôpital ou en clinique, ces services soient déclenchés rapidement, sans interruption de la prise en charge. Comment mieux dire? Comment le dire plus concrètement, même si c'est très ambitieux et très compliqué? Vos établissements, votre fédération, Monsieur le Président, sont et seront, pour ce qui les concerne, pleinement acteurs de cette stratégie nationale de santé et des pactes territoire santé et du pacte de confiance que la ministre a lancé entre septembre et mars dernier.
Votre fédération a participé aux travaux et réflexions, je l'en remercie. Elle contribue, elle continue de participer aux travaux et concertations qui sont lancés pour leur mise en œuvre. Je veux maintenant en retracer les engagements qui vous concernent particulièrement, à mon sens. Notre modèle est en effet riche d'une diversité de structures et de statuts à laquelle nous sommes tous attachés et qu'il n'est pas question de remettre en cause. La ministre Marisol Touraine l'a réaffirmé cette semaine. Dans le respect de ces diversités, la DGOS promeut une approche équilibrée et pragmatique dans laquelle le secteur commercial a toute sa place, principalement parce que l'ampleur des défis que j'ai rappelés, auxquels notre offre de soins doit répondre, impose une cohérence globale accrue et des efforts d'adaptation, forts pour tous, encore une fois, qui se traduisent par une amélioration systémique de nos capacités de coordination, de coopération et le décloisonnement des secteurs. Mais aussi parce que chaque secteur a à apprendre des autres. La façon dont vos établissements ont su développer la chirurgie ambulatoire constitue un aiguillon utile pour les autres acteurs. Alors je voudrais prendre 4 points qui relèvent du pacte de confiance dont nous avons parlé récemment. J'en extrais 4 qui me paraissent les plus importants pour répondre aux inquiétudes, aux contradictions que vous avez pointées. Et je vous invite un petit peu à vous décentrer pour saisir la globalité du paysage que j'essaye de vous restituer. Alors tout d'abord, la réintroduction du service public hospitalier et la création d'un service public territorial de santé. Ce n'est pas une mesure de défiance contre le secteur commercial. Sur la base du rapport qui a été remis par Édouard Coutil, donc le pacte de confiance pour l'hôpital, présentant une synthèse des travaux, la ministre s'est engagée à proposer un nouveau cadre juridique portant sur la création de quelque chose de nouveau, fondé sur la coopération territoriale, un service public territorial de santé dont les missions restent à définir, avec par ailleurs une refondation d'un service public hospitalier rénové et plus organisé. Sa mise en œuvre doit intervenir dans le cadre de la loi de santé publique qui est prévue pour 2014. D'ici là, et sur la base d'une concertation large à laquelle votre fédération est associée, Bernadette de Victor, donc présidente de la Conférence nationale de santé, a été chargée de poursuivre les réflexions initiées par le groupe de travail, donc le groupe 1 des travaux Coutil, qu'elle a piloté dans le cadre du pacte de confiance. Sans préjuger du résultat de ces travaux que nous allons préparer, je tiens pour ma part à rappeler que le lien entre service public et financement est partiel ou réduit ou indirect, tant avant qu'après 2009 ou 2014. Le comité de réforme de la tarification auquel vous participez également travaille donc sur ces liens sans attendre et à la demande de la ministre, il travaille en particulier sur les établissements ou activités isolées qui concernent également votre secteur. Ça, c'était pour le service public. La qualité des soins maintenant. Vous le savez, la qualité des soins, c'est la première attente des usagers et du grand public à l'égard du système de santé et de vos établissements. Notre action vise à conforter la confiance de nos concitoyens dans l'offre de soins. Si notre pays est régulièrement bien classé dans différentes enquêtes ou études, d'autres études montrent que des progrès peuvent encore être réalisés, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ainsi, l'amélioration des organisations et de la communication entre les professionnels pourront contribuer à une réduction des événements indésirables graves et évitables à l'hôpital et en ville. La loi a posé les fondements d'une transparence accrue sur la performance des établissements. Elle fait obligation de produire une liste commune d'indicateurs et de les mettre à la disposition du public. Donc, en particulier, plus récemment, le tableau de bord annuel de lutte contre les infections nosocomiales, par exemple, s'était révélé un excellent levier de mobilisation des professionnels. Donc nous allons continuer dans cette voie de la transparence des indicateurs. Le lien avec le modèle de financement. La mission de l'État, me semble-t-il, doit être d'élever le niveau moyen en faisant en sorte que chaque établissement aille plus loin dans le processus d'amélioration continue de la qualité. L'intégration de cette dimension dans le modèle de financement, comme dans la plupart des pays développés, constitue un axe d'amélioration du modèle de financement de l'établissement et une proposition discutée dans le cadre du comité de réforme que j'ai évoqué. La ministre a souhaité que nous engagions cette réforme et que nous en explorions les modalités opérationnelles afin de prendre en compte la qualité des prises en charge dans le mode de financement des établissements. Vous savez que là aussi, on y travaille à plusieurs, DGOS, HAS, toutes les fédérations, dont la vôtre, la TIH, la NAP, l'adresse. Je me félicite qu'un consensus ait pu être réuni avec Félix Faucon, mon adjoint, donc
sur le scénario expérimental qui est testé actuellement dès 2013, sur la base des indicateurs qualité établis par la HES, dans une logique qui est incitative et qui sera financée par une mission d'intérêt général spécifique. J'en profite pour dire que les missions d'intérêt général, et vous le savez parfaitement, en vertu de règles européennes, doivent être tracées et justifiées. C'est un exemple illustratif. La MIG qui sera créée sur l'incitation à la qualité ne relève pas de la boîte noire, mais d'une incitation sur des indicateurs objectifs et publics. Ce projet de recherche donc, que vous connaissez bien, qui s'appelle Incitation financière à l'amélioration de la qualité, IFAQ, prévoit une expérimentation qui a démarré, qui devrait conduire à une généralisation. Je remercie votre fédération et nombre de vos établissements de s'être engagés dans le panel de 200 établissements qui nous permettent, avec un comité scientifique pluriel et indépendant, de préparer cette généralisation. Troisième point fondamental, la maîtrise des volumes et la pertinence des soins. Améliorer la qualité suppose également d'éviter la multiplication des actes et des séjours inutiles. Nous sommes tous d'accord entre professionnels là-dessus. Cet objectif rejoint la nécessaire maîtrise des volumes d'activité. Donc, travailler sur la pertinence est fondamental pour éviter ces volumes injustifiés, dans l'intérêt des patients, évidemment. Alors, ceci renouvelle complètement notre approche de la régulation. Il y a en particulier un groupe national de concertation sur la pertinence des soins. Ça peut vous paraître compliqué, les documents qui ont été produits, parce qu'on démarre dans cette démarche, tous les professionnels, et dans l'outillage notamment des agences régionales de santé qui conduiront des réflexions au plus près du terrain, est provisoire et en amélioration, je le reconnais bien volontiers, même si de nombreuses contributions de la CNAM, de la HAS, de la TIH, pour les citer encore, des associations de patients sur ces sujets, des fédérations, des conférences hospitalières, des syndicats de médecins libéraux et des ARS ont été intégrés dans ces premiers travaux. Il s'agit de diffuser des bonnes pratiques de prise en charge tout en rationalisant, lapsus qui n'est pas révélateur, l'offre de soins en vue d'une meilleure efficience des dépenses de santé. Donc, il y a deux leviers. D'une part, un pilotage régional de la démarche, avec une implication de tous les professionnels qui sera organisé, et d'autre part, un développement d'outils d'amélioration avec des intégrations dans des démarches complémentaires, formation initiale ou continue, certification des établissements, etc. La HAS, comme vous le savez, travaille déjà sur des outils professionnels, alors qui peuvent prendre différentes formes, d'aide à la décision en situation clinique, et qui porte déjà sur 19 activités. Je citerai simplement les césariennes programmées, l'appendicectomie, le canal carpien, la cholecystectomie. Donc le guide méthodologique auquel je faisais allusion a été diffusé aux agences régionales de santé pour guider, améliorer la contractualisation sur des objectifs ciblés dans le cadre des contrats des CEPOM avec les établissements de santé. C'était une des recommandations de l'inspection générale qui, en 2012, s'est penchée sur votre secteur et a produit une analyse tout à fait fine et éclairante des grandes évolutions qui traversent votre secteur, contractualisées sur la qualité et la pertinence. L'appropriation de cette démarche par les acteurs régionaux, les professionnels et les usagers passe donc dès 2013 par un démarrage ou un renforcement de cette démarche dans le cadre de la gestion des risques. L'assurance maladie nous aide à avancer dans ce domaine, et c'est bien qu'elle s'approprie cette démarche également. Le retour des croisées d'expérience en région où la capitalisation pour l'ensemble des ARS seront organisées sous forme d'ateliers interrégionaux. L'expérimentation pilote sur le programme d'analyse et d'amélioration des pratiques de la pertinence des césariennes programmées démarre sur 16 régions et de nombreuses cliniques ont été candidates et participent à cette expérimentation. Je vous en remercie également. Enfin, un accompagnement par la CNAM sur la pertinence de 2 activités, appendicectomie et syndrome du canal carpien, construit des indicateurs de comparaison des pratiques et d'analyse des dossiers patients. J'ai évoqué le rôle de la formation continue, du DPC et de la certification. C'est une dimension qui est intégrée dans la démarche. Alors, pour terminer sur ce point, cette nécessaire médicalisation de la régulation
permettra d'assurer un pilotage à la fois médical, organisationnel et économique de l'offre de soins, recherchant pertinence et équité dans la consommation des ressources d'assurance maladie dans le cadre d'un Ondam contraint. Je sais que vos établissements y sont prêts, mais je voulais restituer ce cadre. Quatrième et dernier point qui vous concerne, c'est l'informatisation des processus de soins, le programme Hôpital numérique qui concerne vos établissements et qui, pour moi, représente les outils de la coopération, enfin les outils facilités en tout cas. On part heureusement pas d'un niveau déjà intéressant, mais il faut aller plus loin. Les outils de la coopération entre professionnels de santé. Donc le volet financement de ce programme a été annoncé récemment par la ministre, il va être rendu public. Vos établissements pourront s'inscrire naturellement dans cette démarche qui vise à accélérer l'informatisation des processus de soins à partir de prérequis, d'objectifs sur différents domaines fonctionnels qui sont ceux définis par le consensus professionnel, notamment en termes d'interopérabilité, de sécurité, etc. Tout le potentiel des technologies de l'information n'a en effet pas encore été exploité, malgré les investissements importants engagés dans ce domaine. La ministre de la Santé s'est engagée à soutenir financièrement de façon importante, puisque c'est la première fois que sur 5 ans, un investissement de 800 millions d'euros, donc 160 millions d'euros par an, sera consacré au système d'information en santé, dont 50% d'aide nationale à l'usage, qui est une forme nouvelle et innovante de soutien à ces systèmes d'information. Les deux objectifs sont évidemment servir davantage la qualité et la sécurité des soins et répondre aux enjeux de coordination et de partage de l'information au sein du système de santé. Alors, je voulais également vous citer 4 autres points qui, pour moi, illustrent le rôle et la place de vos établissements parmi l'ensemble des établissements et dans l'offre de soins. Je l'ai dit, il est essentiel de repenser le rôle et la place des établissements de santé dans l'offre de soins, de façon générale. Il faut chercher une meilleure adéquation entre l'état de santé des patients et les modes de prise en charge. Tout ceci est au cœur des préoccupations des professionnels, je l'entends, je le perçois, je l'ai partagé moi-même, tant dans l'intérêt de la qualité des soins des patients que dans l'intérêt des établissements. Premier point, l'accès aux soins urgents. Veillez à ce que chaque patient ait un accès aux soins urgents dans des délais rapides, moins de 30 minutes, a dit le président de la République, et dans des conditions de sécurité optimales. C'est un objectif présidentiel qui, je pense, concerne également vos établissements, bien sûr, même si les solutions, enfin c'est plutôt en amont de vos établissements que ça se passe, mais nous travaillons sur 3 pistes complémentaires en termes d'accessibilité aux soins. Travailler sur il ne s'agit pas nécessairement de créer de nouvelles implantations d'urgence, dont la pérennité financière ou la capacité de recrutement de professionnels ne serait pas assurée, mais plutôt de s'assurer d'un meilleur maillage du territoire au regard de ses besoins. Par ailleurs, en termes de projection, et là vous pouvez y jouer un rôle également, je pense, les médecins correspondants de SAMU qui marchent bien dans pas mal de régions et qui seront développés dans d'autres, permettent à un professionnel médical d'agir en avant-coureur du SMUR, en priorité dans des territoires situés à plus de 30 minutes d'accès d'une structure d'urgence ou d'un SMUR, sur demande de la régulation du Centre 15, et c'est l'une des solutions les plus faciles à mettre en œuvre, et d'après les travaux que nous poursuivons. L'optimisation de l'organisation territoriale des soins urgents et la recherche d'une articulation performante des réponses à l'urgence, grâce au réseau des urgences et à la définition des parcours de soins urgents, à la mise en place d'équipes communes de territoire et d'actions de coopération avec les services d'urgence constitue le deuxième levier d'action qui est envisagé. Deuxième point que je voulais citer, la permanence des soins en établissement de santé. Le dispositif est encore récent dans sa dernière évolution, puisqu'en 2012, c'est la première année véritable de la mise en œuvre de la réforme de la PDSES, avec l'intégration dans le dispositif des gardes et astreintes réalisées par les praticiens libéraux dans vos établissements et qui étaient antérieurement prises en charge dans le cadre des contrats de pratique professionnelle. Donc, cette année 2012 a été une période transitoire, elle est encore en observation. Nous avons surveillé l'évolution de l'organisation de la permanence des soins qui est donc engagée par les agences régionales de santé, particulièrement dans la région Languedoc-Roussillon par Martine Aoustin, que je salue également, au regard des schémas cibles arrêtés dans les projets régionaux de santé. C'est un travail considérable, c'est un travail sensible, mais il a été fait dans chaque région.
Donc nous, en lien avec l'ensemble des ARS, nous suivons attentivement la montée en charge du dispositif, en lien avec les professionnels et la CNAM également. Une enquête a été faite fin 2012 et qui montre que il y a une bonne participation d'ensemble des médecins libéraux au dispositif de la PDSES. Il y a de fortes variations par région, que de nouvelles spécialités médicales se sont ouvertes au secteur privé pour la PDSES. Je voudrais citer les gastro-entérologues, les pneumologues, les radiologues, les cardiologues, les urologues et les ophtalmologues qui n'étaient pas suffisamment présents. Voilà, donc cette première orientation, ce premier bilan sera confirmé sur la base des données 2012 et 2013 qui nous seront remontées par les ARS. Vous savez qu'elles disposent par ailleurs d'un fonds d'intervention régional dont les montants ont été substantiellement augmentés cette année, quasiment doublés, et qui leur donne davantage de souplesse d'intervention. Ceci permettra sur le second semestre de cette année de tirer les premiers enseignements de la réforme et votre fédération sera bien entendu associée à cette réflexion. Troisième point important pour vos établissements aussi, les coopérations publiques-privées. Je voudrais réaffirmer qu'elles constituent un atout pour mieux organiser l'offre de soins. Elles sont facteurs d'attractivité pour les professionnels médicaux. Elles permettent de conforter la qualité et la sécurité des soins en organisant des filières de soins sur un territoire. Ces coopérations passent le plus souvent par des conventions entre établissements publics et privés ou par des groupements qui portent sur des objets diversifiés que vous connaissez bien, avec une forte proportion de partage des ressources médicales, de gestion de plateaux techniques type imagerie, bloc opératoire ou d'activités logistiques, administratives ou informatiques. C'est notamment le propre des GCS e-santé dans la plupart des régions. Nous avons, je vous donne en avant-première des données récentes sur les coopérations sous forme de GCS, issues d'une enquête réalisée auprès des agences à la mi-2012 et qui sera prochainement publiée. Tout d'abord, ces coopérations sont en fort développement. Il y a plus de 500 GCS sur le territoire actuellement. Il y en avait 350 à la mi-2010, donc ça représente une progression de 50% en 3 ans, ou même en 2 ans d'ailleurs. Ce développement traduit en particulier l'ouverture des établissements de santé sur la ville et vers les établissements médico-sociaux, de tous les établissements de santé, qui sont de plus en plus partis à ces projets de coopération. Au sein de ces GCS, les structures mixtes qui comprennent au moins un établissement de santé de statut public et un établissement de santé de statut privé sont nombreuses. On recense 200 groupements de ce type, soit 40% des GCS. Et depuis la loi de 2011 qui a changé les possibilités de choix entre statut public et statut privé, ces groupements qui étaient antérieurement majoritairement de droit privé à 70% sont de plus en plus de droit public. C'est un choix des acteurs dans ces coopérations. Il s'agit des GCS de moyens. Le développement des coopérations est donc une réalité. Près de 80 GCS mixtes public-privé ont donc été créés au cours de ces dernières années. C'est un dynamisme de projet médical partagé. Ces projets d'établissement sont le fait générateur de ces coopérations et de ces mutualisations de ressources rares associées, qu'il s'agisse des ressources médicales, des plateaux techniques ou des ressources financières. Oui, il y a des freins aux coopérations, mais ils ne sont, à mon sens, pas spécifiques aux coopérations publiques-privées. Il y a des problèmes de gouvernance, d'articulation avec le régime d'autorisation. Les GCS, établissements de santé, sont un outil probablement pas adapté. Et il y a une articulation aussi avec les coopérations publiques au sein des CHT qui ne sont pas des personnes morales. Donc, nous avons un chantier de réflexion. Nous saisirons l'opportunité du choc de simplification, si nous pouvons, et s'il y a un consensus, pour simplifier ces outils de coopération très utiles. Voilà, je reste persuadé que les acteurs locaux détiennent dans la plupart des cas les clés pour lever ces freins et nous continuerons d'accompagner les acteurs et leurs projets avec les agences régionales de santé dans ce développement. Je veux terminer par le développement de l'ambulatoire. Toutes les formes d'ambulatoire, qu'il s'agisse des hôpitaux de jour, de la chirurgie ambulatoire ou de l'hospitalisation à domicile. Pour les hôpitaux de jour, un décret est sorti récemment en août 2012 qui a visé une plus grande faculté d'adaptation des établissements au travers d'extensions possibles d'ouverture des unités et de suppression de normes obsolètes. Nous visons une plus grande qualité des prises en charge au travers d'une organisation
adapté à chacun de ces hôpitaux de jour. Je voulais juste rappeler que pour développer l'ambulatoire de façon générale, nous avons mobilisé, enfin mes prédécesseurs, Annie Podeur, François-Xavier Selleret, ont mobilisé tous les leviers possibles, le levier réglementaire, le levier tarifaire, le levier organisationnel et le levier professionnel. S'agissant des alternatives à l'hospitalisation, je souhaite tout particulièrement qu'elles se développent dans le domaine de la prise en charge du cancer et de l'insuffisance rénale chronique. S'agissant des prises en charge de proximité hors centre, nous voulons rendre la politique tarifaire plus incitative pour encourager et accompagner ces modalités de prise en charge. Alors, la chirurgie ambulatoire, que vous avez évoquée pendant ces 2 jours, bien sûr, c'est une priorité nationale incarnée par un programme national de gestion des risques depuis 2010 qui produit les effets que j'ai rappelés. Vos établissements sont majoritaires de très loin en activité chirurgie ambulatoire, 70%. Votre taux de chirurgie ambulatoire est supérieur à 50%, comparé à la moyenne de tous les établissements de l'ordre de 40% en 2012. L'objectif qu'avait fixé Annie Podeur d'une chirurgie ambulatoire majoritaire à l'horizon de 2016 est accessible pour l'ensemble des établissements avec une réduction des écarts territoriaux. Donc la dynamique doit se poursuivre et les établissements privés doivent rester mobilisés pour les prochaines années en assurant des organisations spécifiques dans le respect de la qualité, bien sûr, une substitution, comme vous l'avez fait pendant ces années, de la chirurgie complète, avec des prises en charge innovantes que nous soutiendrons et que nous développerons, et une pertinence des actes chirurgicaux, avec également un travail sur le parcours de soins. Le parcours ambulatoire nous semble être un exemple peut-être plus facile à travailler et particulièrement emblématique de la médecine de parcours. Nous avons donc amplifié le levier tarifaire. Entre 2009 et 2013, les GHS substituables en tarif unique sont passés de 18 à 47. Nous avons supprimé les bornes basses que vous évoquiez tout à l'heure sur 16 GHM et nous avons, afin de favoriser les innovations en chirurgie ambulatoire. Donc nous poursuivrons cette politique dans les années à venir pour atteindre l'objectif cité en 2016 et aller le plus loin possible dans la qualité et la sécurité des soins en matière ambulatoire. La NAP et la HAS, comme vous le savez, contribuent à ces programmes d'action. Différentes publications, y compris récentes, ont été rendues publiques. Qui permettront aux établissements d'accroître leur potentiel de substitution, leur capacité d'organisation en la matière, sachant que les projets régionaux de santé intègrent maintenant plus fortement cette dimension avec développement, substitution et qualité de la prise en charge. Un dernier mot au sein des alternatives sur l'hospitalisation à domicile, dans lequel votre fédération joue un rôle croissant et en fort développement. Vous participez également aux travaux qui préparent l'avenir et l'évolution de l'hospitalisation à domicile, que nous poursuivons avec détermination, évidemment. Parce qu'il nous semble particulièrement adapté au vieillissement de la population et là aussi à cette médecine de parcours et en particulier à la favorisation du maintien à domicile. Donc nous cherchons, comme sur la chirurgie ambulatoire, à retrouver le souffle et la dynamique qui a prévalu en matière d'HAD dans les 5 dernières années. Les conditions d'un développement de qualité pour l'HAD que nous recherchons, c'est à la fois un positionnement stratégique clair, que doit faire l'HAD, que ne doit-elle pas faire, l'accessibilité effective, la viabilité économique pour tous les acteurs et l'engagement significatif des prescripteurs, ainsi que la diversification et la professionnalisation, notamment sur la question de la permanence H24, enfin la faisabilité financière et le modèle économique. Chacune de ces thématiques va donc donner lieu à des travaux approfondis dans les prochains mois sur l'HAD. Voilà, je ne veux pas prolonger ce tour d'horizon davantage et je serais heureux de participer à l'exercice questions-réponses. En conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que aux défis collectifs auxquels nous devons répondre, je sais que l'hospitalisation privée que vous représenterez apportera toute sa contribution.
Je tiens à vous dire toute ma confiance et tout mon respect pour les efforts d'adaptation continuelle auxquels vous consentez, comme les autres acteurs de santé. Je tiens aussi à vous remercier pour la participation de vos établissements aux travaux qui précèdent et qui préparent cette transformation et pour souligner tout particulièrement la qualité des contributions de votre fédération aux différents comités auxquels elle appartient. Les défis de la santé de demain sont essentiels pour nos concitoyens et pour les professionnels de santé. Le contexte économique rigoureux appelle des arbitrages difficiles, équitables entre secteurs et professionnels et un engagement résolu vers la qualité, la pertinence et la performance. Je sais que votre secteur y est prêt. La stratégie nationale de santé nous invite à travailler ensemble, dans le respect mutuel, autour du patient, de son parcours et en favorisant la coopération entre professionnels responsables. Merci de votre attention. Merci. Monsieur de Beaupuy, je vous remercie pour vos propos qui sont exhaustifs et j'ai pris quelques notes, donc je vais réagir avant de jouer l'animateur. Guillaume est là, mais il va m'aider. Grenoble, le Premier ministre. C'est amusant parce que vous avez repris le même extrait de son discours. Alors, je ne sais pas si vous êtes parti du prononcé, ce qui compte, ou de l'écrit. Je ne sais pas quelle version j'avais parce que je n'ai pas lu le mot clinique. Mais peut-être qu'il l'a dit. Et s'il l'a dit, lorsqu'un ministre parle, ce qui compte, c'est ce qu'il dit et non pas ce qu'il écrit dans ses communiqués. Je n'ai pas entendu ce mot clinique. La ministre nous aime. Moi, l'amour, je ne le dis pas par procuration. Qu'elle vienne nous le dire. Elle n'est pas venue en une année de travail dans son ministère, elle n'est pas venue une seule fois rencontrer un adhérent sur le terrain. Pas une seule fois. 365 jours. Et je pense que je vais commencer à faire le décompte. 400 jours sans voir la ministre, 401. On va faire un petit compteur comme ça, peut-être que ça la sensibilisera. Donc, dites-lui que si elle nous aime, qu'elle vienne nous le dire. Vous avez employé le qualificatif de commercial pour nos établissements. À une époque, j'aurais bondi, j'aurais hurlé, puis maintenant, bon, je dis pourquoi pas. Mais alors, si nous sommes commerciaux, on fixe nos prix, et puis surtout, on bénéficie de toutes les mesures que toutes les entreprises françaises ont droit de par la loi. Le CICE en est un plus bel exemple. D'un côté, certains jours, vous nous dites on est établissement de santé, mission de service public, vous êtes comme l'hôpital, et puis de l'autre côté, vous dites non, vous êtes une entreprise, et puis vous devez payer les impôts plus que l'hôpital parce que vous êtes privé. Vous avez parlé d'indicateurs qualité, IFAC. On en est satisfait, bien évidemment. 200 d'entre nous ont répondu présent pour l'expérimentation. Vous avez répondu à ma crainte sur le financement et la tarification. Vous avez dit que pour l'expérimentation, ce serait un MIG. Donc c'est en plus du tarif. Mais après, est-ce que ce sera un plus ou est-ce que ce sera « je prends à celui qui n'a pas eu le temps d'accéder aux standards de qualité que l'on voudrait tous avoir, parce que c'est quelquefois compliqué et long, donc vous allez baisser son tarif pour donner à ceux qui sont en avance ». Ce ne serait pas logique et bien sûr, nous sommes contre. Vous avez parlé de l'hôpital numérique. Nos contrats de bon usage, nos pharmacies, nos dossiers médicaux doivent être informatisés. Je n'ai pas trop vu de financement. Vous avez annoncé que le FIR serait doublé. C'est une parole nationale, donc demain, quand vous rentrerez dans vos régions et que vous rencontrez votre ARS, n'hésitez pas à rappeler que le montant a été doublé, parce que à chaque fois que je rentre dans ma région, on m'explique que le national n'a pas doublé ou n'a pas les crédits. Donc là, vous avez dit que c'était doublé, donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. Non, je caricature. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même doublé, je l'ai entendu. Vous avez parlé des urgences, alors je vais parler de ma région, parce que c'est une région, comme je dis toujours, c'est la plus belle région de France, hein, après la Bretagne. En ce moment, on se ressemble un peu pour la météo. Et les urgences, le travail a été fait par les ARH précédentes, l'ARS, bien évidemment, qui a, lors du dernier schéma, complété les dispositifs. Et aujourd'hui, dans notre région, 2% de la population est à plus de 30 minutes. 2%. Donc, c'est une réelle satisfaction d'avoir eu une écoute de notre ARS sur cette thématique. La PDS aussi, je dirais que c'est ARS dépendant. Il y a des régions, la région parisienne, très peu d'établissements, je crois un seul de mémoire a été éligible à cette PDSES. D'autres régions ont été mieux loties. Avec des difficultés, je ne le cache pas, on l'a évoqué longuement hier avec nos amis médecins libéraux, qui quelquefois, au regard des dépassements des compléments d'honoraires, n'ont pas voulu accepter cette PDS. Donc c'est vrai que c'est une discussion que nous menons avec eux pour essayer de pouvoir arranger et solvabiliser ce problème. Les centres ambulatoires de chirurgie,
ambulatoires ou les centres ambulatoires. Attention de ne pas dériver vers les centres autonomes. Nous sommes totalement opposés à ce qu'il y ait des créations de centres de gastro-entérologie, d'ophtalmologie, où on verrait, l'histoire, la vie est faite de balanciers, de modes, où on verrait certains de nos praticiens monter un petit bloc opératoire, un petit cabinet, et puis opérer, avec de l'anesthésie, etc. Nous sommes totalement opposés, et ce serait un retour en arrière sur toutes les normes sécuritaires dont nous sommes, je dirais, dépositaires à ce jour. Vous avez parlé d'innovation sur la chirurgie ambulatoire, mais il faudra le traduire par des financements. Parce qu'on ne peut pas toujours innover. On l'a vu ce matin, une prothèse de hanche en ambulatoire, c'est 700 €. Bon, ça paye pas, ça paye rien. 700 €, c'est pas possible. Donc on veut bien faire l'effort, mais qu'on soit aidé. Sur les normes, vous avez effectivement salué qu'en août, après des années de combats et de discussions, pourtant ce n'est pas des normes anciennes qui dataient de 1993. On a encore des normes de 56. Hein. On a encore sur certains normes de 56. Avec une infirmière pour 5 patients, effectivement, c'était dépassé, vous l'avez réglé, c'est parfait. Il faudra aller au-delà aujourd'hui. Alors qu'on parle de tarification à l'activité, médecine, chirurgie, chirurgie ambulatoire, hospitalisation de jour, devrait faire partie d'un pack d'agréments. C'est le socle minimum pour que l'établissement puisse travailler. Il y a 2300 tarifs aujourd'hui, donc 2300 patients, de médecine et de chirurgie. Si l'établissement n'est pas autorisé en médecine, il ne peut pas réaliser cette activité, ce qui nous pénalise aujourd'hui parce que vous l'avez compris, en chirurgie, nous perdons des parts de marché pour des raisons multiples. L'hôpital s'est mis peut-être en ordre de marche pour travailler. Les compléments d'honoraires, ça a été évoqué hier, sont peut-être un frein à l'accessibilité et détournent un nombre de patients de nos services, c'est possible. Donc, la voie d'avenir aujourd'hui, c'est la médecine. Nous réalisons 18% de la médecine en France, et bon nombre d'entre nous voudraient créer des services de médecine et ne le peuvent pas, et ça nous semble totalement dépassé et désuet. Voilà quelques réflexions en direct sur vos propos, et peut-être terminer sur la campagne tarifaire, pas celle qui est passée, à venir, parce qu'on travaille déjà, vos services travaillent déjà sur la campagne à venir, et sur ce qu'on appelle le coefficient prudentiel de 0,35. Donc je vous le rappelle, on a une baisse de tarif de 0,56, décomposée en deux montants, 0,21, ça c'est perdu, 0,35, c'est pas sûr. On peut récupérer 0,35 de tarif l'année prochaine si on ne dépasse pas le volume qui a été provisionné sur l'année en cours et l'année à venir. Alors nous aimerions pouvoir être associés, mais de manière totalement transparente dans des groupes techniques sur la construction. Parce qu'il est totalement insupportable pour nos équipes, pour l'ensemble des parties prenantes de notre fédération, de découvrir des arbitrages politiques qui varient sur 1% ou 1,5%, mais à la fin de la campagne. Lorsqu'il faut fixer un tarif, on a un peu l'impression que le politique fixe un tarif, une baisse de tarif, et puis après l'habille. Parce qu'on n'a pas accès aux bases de dépenses de l'assurance maladie, et on aimerait avoir une transparence. Cette transparence, vous l'avez actée et commencée, parce que c'est vrai qu'en janvier, vous nous avez présenté la campagne tarifaire. Peut-être qu'après, vous avez regretté par certaines réactions de nos amis du public, mais au moins il y a une transparence sur les grandes lignes. Et nous aimerions être associés, mais bien avant le mois de janvier, pour qu'on puisse suivre les évolutions des dépenses et qu'on puisse avoir une chance, parce que je suis malheureusement persuadé, et je le vois dans mes établissements, l'activité sur les 4 premiers mois est stable, voire négative en MCO. Donc je me dis que nous ne dépasserons pas les 2%, donc je me dis que nous récupérerons du tarif. Mais je ne voudrais pas que par un arbitrage politique ou des pressions du grand frère, l'hôpital public nous prive de ces 0,35 qui doivent nous revenir. Donc je vous fais une demande de pouvoir être associé avec vos services pour qu'on puisse travailler ensemble sur la campagne tarifaire qui commence dès maintenant. Je vais donner la parole à la salle. Guillaume, tu soit venir m'aider, soit qui souhaite intervenir. Peut-être vous voulez répondre, Jean?
Il y avait des questions aussi. Juste un mot sur le coefficient prudentiel. C'est un mécanisme nouveau, puisque c'est la ministre qui a souhaité le mettre en place pour la campagne 2013. Donc, le choix du gouvernement a été de prendre des hypothèses volume réalistes qui tiennent compte de façon différenciée de la tendance entre les deux secteurs, le secteur public et non lucratif et le secteur lucratif. Donc, je crois que beaucoup a été fait par le ministère en matière de transparence. Nous avons fourni plutôt beaucoup plus d'informations qu'il n'en était habituellement fourni dans la préparation et les débuts de campagne. Et donc, la mise en œuvre de ce mécanisme sera évidemment faite de façon équitable pour l'ensemble des secteurs pour la première fois cette année, en fonction des prévisions qui sont faites dès la fin d'année, puisque le décret publié prévoit donc la vérification des hypothèses se fait en fin d'année au 1er décembre. Peut-être donc des questions dans la salle. Oui, pour notre intervenant. Ségolène. Bonjour Monsieur le Directeur, donc Ségolène Benamou, hôpital privé nord-parisien. Ce qui nous importe, nous, en tant que chef d'établissement, parce que nous sommes uniques à la tête de nos établissements, c'est qu'il y ait une cohérence entre la politique tarifaire, la politique sanitaire et les politiques de santé publique. Quelques exemples. Vous parlez de l'ambulatoire et vous nous dites que c'est devenu un enjeu de la politique sanitaire. Bravo, on est tout à fait d'accord avec vous et on vous rejoint, ça fait même 20 ans qu'on le dit. Je vous rappelle juste que nous avons dû rembourser les suppléments, enfin les forfaits pour la chirurgie ambulatoire parce que nous faisions à l'époque trop de chirurgie ambulatoire. Donc on voit que la politique sanitaire a évolué, c'est très bien. Mais vous vous réjouissez que les bornes basses soient supprimées sur 16 GHM. Je trouve, et nous trouvons, que c'est beaucoup trop peu et c'est trop lent. Aujourd'hui, il n'est pas cohérent qu'il y ait encore des bornes basses quand on affiche une volonté, comme vous le faites, de développer la chirurgie ambulatoire. Donc on ne peut que vous inciter à aller beaucoup plus vite. Et là, vous aurez un développement massif de la chirurgie ambulatoire dans les établissements privés comme publics. Parce qu'aujourd'hui, si on s'arrête, nous, établissements privés, c'est qu'on est allé au bout et qu'on est pénalisé à cause de la borne basse. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une incohérence que nous ne comprenons pas entre la politique tarifaire et la politique sanitaire. Un autre exemple, c'est la chimiothérapie. On nous dit la lutte contre le cancer, c'est reconnu, c'est une politique de santé publique. Les nouvelles autorisations de traitement du cancer nous ont imposé des normes drastiques en termes de mise aux normes pour nos salles blanches et en termes de personnel. Et nous avons, au 1er mars 2013, une baisse de 5% du forfait de la séance de chimiothérapie. Là encore, il y a une incohérence entre ce qui est affiché en termes de santé publique et ce qui nous est imposé en termes de normes réglementaires et la politique tarifaire. Or, nous sommes... il y a peut-être plusieurs personnes qui décident de ces politiques, mais nous, on est seuls aux manettes de nos établissements et on a besoin d'avoir une cohérence, que les messages soient clairs et qu'ils soient coordonnés les uns avec les autres. Enfin, pour parler des coopérations publiques-privées, tous les SROS nous ont poussés à faire cette coopération. Encore, vous en parlez, mais je pense que le problème aujourd'hui n'est plus un problème d'outils. C'est un problème de philosophie parce que dans une coopération, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, très concrètement sur le terrain, eh bien, même si par le passé, ces coopérations ont pu apporter aux uns et aux autres, là maintenant, on prend aux uns pour donner aux autres. Et aujourd'hui, nous avons l'intime conviction, et ce sera difficile de nous en départir, que aujourd'hui, les coopérations sont là pour aider le public à remettre à flot les hôpitaux publics et absolument pas à aider à faire avancer les établissements privés. Et c'est fort dommage. Quelques exemples, peut-être isolés pour vous, mais qui sont assez dramatiques pour nous, de retrait d'autorisation ont fait qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour nous de croire à ces coopérations publiques-privées. Madame, la solitude du chef d'établissement, je l'ai connue aussi, pas dans votre secteur public, comme vous le savez. Donc, la difficulté de projection, les contraintes médico-économiques et organisationnelles sont les mêmes pour l'ensemble des trois secteurs. Les
critiques sont partagées entre les trois secteurs. Donc pour moi, ce serait plutôt un indicateur d'équité des arbitrages qui ont été rendus dans un contexte particulièrement difficile. Donc c'est vrai que prévoir l'avenir avec des volumes économiques qui croissent d'à peu près 3% par an sur les 3 dernières années, dont plus de 2% dans votre secteur, ce n'est effectivement pas pour le régulateur et pour les pouvoirs publics, et la DGOS n'est qu'un acteur parmi les décideurs en la matière. Ce n'est pas une forte incitation pour assurer des évolutions tarifaires très positives. Voilà, donc cette incertitude, tant qu'on n'a pas réussi collectivement à maîtriser les volumes, la pertinence, c'est effectivement difficile. Ce seront des choix difficiles en termes d'évolution tarifaire, et donc du coup tous les acteurs au niveau des chefs d'établissement publics ou privés doivent anticiper des évolutions modestes des tarifs, sachant que les volumes pour l'instant restent élevés. Pour ce qui est de l'ambulatoire, j'ai évoqué simplement ce qui a été fait pour la campagne 2013, où effectivement, tant en termes de neutralité des tarifs ou comparaison tarifs et coûts sur la chirurgie ambulatoire que d'effets désincitateurs des bornes basses, nous avons pris une première série de décisions. La proposition a été faite dans le cadre du comité de réforme auquel vous participez d'aller plus loin dans ce sens, d'aller le plus loin possible ou le plus vite possible. Donc c'est un sujet que nous retrouverons, et nous partageons entièrement l'analyse que vous avez développée sur l'ambulatoire. Je suis moins familier de la partie chimiothérapie que vous avez évoquée. C'est vrai qu'on nous annonce des évolutions très fortes des modes de prise en charge dans ce domaine. Je crois que les acteurs concernés s'y préparent activement. En ce qui concerne la préparation des chimiothérapies cytostatiques, je crois que les process de qualité s'imposent à tous. Ils conduisent peut-être à des mutualisations. J'entends que c'est une contrainte pour les opérateurs concernés, mais je ne vois pas très bien comment on peut les éviter. Et là aussi, je pense que c'est évidemment dicté par des conditions de qualité et de sécurité des soins. Donc il faut qu'on les intègre tous, même si ça introduit un petit peu d'incertitude. Merci Jean de Beaupuy. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une pour Jean de Beaupuy, avant de marquer notre pause déjeuner. Il y en a une là-bas. Oui. Bonjour, Franck Lullier, je suis président de CME à Lyon. Excusez-moi, je suis un peu ému, je n'ai pas de formation de communication. Je ne veux surtout pas que vous preniez comme agressif l'information ou l'élément que je vais vous donner. En tant que président de CME, oui, on est pour le fait que la sécurité soit augmentée, on travaille. Le fait que je sois en secteur 2, par exemple, ou en déplacement d'horaire, me permet de prendre des jours pour prendre cette activité et faire en sorte que mes collègues, parmi la clinique, puissent faire des choses correctes et qu'on avance dans ce problème-là. Maintenant, je vais me permettre de vous poser une question qui est à titre personnel. Et je reviens sur le problème culturel dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai aucun doute sur votre volonté, avec le discours que vous avez fait. Je suis plutôt rassuré en me disant bravo, on va avancer, on est bien, je suis content. À titre personnel, et encore une fois, je ne veux pas être agressif, et si vous le prenez comme ça, honnêtement, ce n'est pas mon propos, vraiment. Comment vivez-vous personnellement l'obligation d'appliquer ce que vous venez de nous dire, avec un ministre qui, quelques mois auparavant, fait l'amalgame entre les cliniques privées et le placement d'argent des comptes en Suisse. Je suis désolé pour cette question, mais je vous assure qu'il n'est pas agressif, mais comment voulez-vous qu'on ait une confiance quand on part sur ces bases-là? Personnellement, je n'ai aucun compte nulle part et je l'ai très mal pris. Merci. C'était Pierre Moscovici qui avait fait cet amalgame et non pas Marisol Touraine. Pardon ? Oui. Oui. Donc comme ça vous met à l'aise pour répondre. Je suis quand même tenu au devoir de réserve. Mais en tout cas, merci de ce que vous avez dit, de ce que vous avez perçu de la tonalité de mes propos. Je vous invite effectivement à dépasser le point de vue qui est le vôtre. Je veux dire, on est là pour partager, et encore une fois,
C'est pas plus simple avec les autres fédérations, si j'ose dire. Donc, on a vraiment encore beaucoup d'innovation à faire. C'est vous qui êtes intervenu tout à l'heure, monsieur, je crois, sur le problème de l'innovation en chirurgie ambulatoire. Comme vous êtes dans l'ombre, je ne vous voyais pas. Mais bon, votre question est libre, je l'entends. Et votre réponse? Alors, non mais, Je vous ai répondu. Excusez-moi, je me permets de reprendre la parole parce que je comprends, je m'attendais à cet état de fait. Et ce qui est très important, c'est qu'à côté de ça, on va avoir un sujet tout à l'heure avec Brice Teinturier qui m'intéresse beaucoup. Parce que comment voulez-vous que les médecins du privé aient une image qui fait que lorsqu'on fait des sondages, les patients puissent dire « Ah bah oui, les médecins du privé, c'est des gens bien ». Bon, écoutez, moi, franchement, je ne sais pas ce que va dire Brice Teinturier tout à l'heure, je serais intéressé si vous me l'envoyez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Franchement, la préoccupation première de nos concitoyens, c'est quoi? C'est la qualité et la sécurité des soins. Ils n'ont pas de problème d'image. Ils savent parfois, ou j'allais dire même souvent, pas quel est le statut des établissements ou des praticiens auxquels ils s'adressent. Je ne dis pas ça en mauvaise part, c'est normal de la part des usagers du système de santé. En plus, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on a un système de protection sociale qui est particulièrement pluraliste puisqu'il accompagne les usagers de la même façon, quel que soit le statut de l'offreur de soins. Réjouissons-nous ensemble de cette situation qui est une des particularités françaises, contrairement à l'Allemagne et à l'Angleterre que je citais tout à l'heure. Franchement, la relation de confiance entre le patient et le médecin et l'institution, c'est vous. Et on l'incarne tous dans le public et dans le privé, et fort heureusement. Juste pour compléter ce que disait notre ami président de CME médecin, et je l'ai ressenti à Lyon lors de l'intervention de Patrick Lelay, qui était l'ancien président de TF1, une intervention bien évidemment brillante, et ce dont j'ai retenu, c'était, il disait par rapport, c'est une chaîne commerciale TF1 à la création avec la famille Bouygues, et par rapport à France 2 et France 3, il a toujours ressenti pendant les 20 ans où il a été président de TF1 un manque de légitimité. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est comme nous, les cliniques commerciales. Et c'est vrai que ce manque de légitimité, ça m'a fait prendre connaissance qu'on était un petit peu comme TF1, un petit peu, par rapport à l'hôpital public qui était France 2, et qui, France 2 à la redevance, l'hôpital à l'Emigac, voilà, c'est un peu le même... Vous parlez pas de l'usager, là, ni de l'usager de la télévision, ni de l'usager des services de santé, je parle de ce que l'on ressent du cœur, voilà, c'est en difficulté. En tout cas, on va aller cultiver notre temps d'estomac disponible. Merci Jean de Beaupuy pour votre intervention. Merci à vous. Cet après-midi, Brice Teinturier nous fait le plaisir de venir, directeur général d'Ipsos, nous parler de la perception qu'ont les Français du système de santé, de l'hôpital, pourquoi pas, de leur clinique. Donc on va faire la reprise à 14h. Hier, ainsi que ce matin, vous ont été remis des questionnaires concernant l'organisation de ces 2 jours de convention, sur votre satisfaction. Merci de les remettre à Thierry Béchu et à ses équipes pour travailler à l'amélioration de ces journées. Et vous avez également des bons de commande dans vos sacs MCO, des bons de commande pour les goodies J'aime ma clinique qui se trouvent à l'intérieur. Vous pouvez en faire usage quand bon vous semble. On fait une petite pause, on se retrouve dans 1 heure à 14h pour la reprise avec Brice Teinturier. Merci.